Espace TV, le 22h. « 22h à Conakry, même heure à Kouessi, c'est dans Télébélé. Bonsoir à tous, vous regardez Espace TV. Merci de votre fidélité, bienvenue dans cette édition. Et voici les principales articulations. 24 heures seulement après la clôture de la session unique 2020-2021, le président de l'Assemblée nationale était face à la presse ce mardi, occasion pour Amadou Damaro Camara de dresser un bilan des activités de l'année parlementaire et apporter des précisions quant aux accusations portant sur un prétendu népotisme dans sa gestion. Une seule dose du vaccin contre la Covid-19 ne saurait suffire pour nous mettre à l'abri. Il en faut deux. C'est du moins ce qu'a dit ce mardi le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et Dr Sakoba Keita invite les populations à davantage de vigilance. Les détenus à la maison centrale de Conakry n'en peuvent plus d'attendre pour protester contre leurs conditions de détention. Plusieurs d'entre eux viennent d'entamer une grève de la faim. Ils réclament la tenue de leur procès. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Une fois encore, bonsoir. Rendre compte au mandant et l'exercice parlementaire, Amadou Damaro Camara s'est prêté à l'exercice mardi. Face donc aux hommes des médias, le patron du Parlement guinéen est largement revenu sur les réformes structurelles opérées, les actes posés par les députés de la 9e législature ainsi que les perspectives pour la prochaine rentrée parlementaire. Mariama Fodé Camara, Djibril Kabak Camara nous en disent plus. Comme le veut la tradition, l'exercice consiste à rendre compte au mandat de ce qui a été fait ou des acquis du Parlement guinéen. Au dire de l'honorable Amadou Damaro Camara, l'institution a procédé à des réformes structurelles, un règlement intérieur administratif et financier établi, mais aussi un plan quinquennal pour couvrir leur mandature. À cela s'ajoute l'examen et l'adoption de plus de 60 textes de loi, 57 ordinaires et 7 organiques. Dans l'esprit de modernisation, un travail de digitalisation a été fait. Et dans cette stratégie, nous avons entrepris une certaine mise à niveau, renforcement des capacités, non seulement des députés, mais du personnel qui les accompagne. Accusé d'avoir accordé des faveurs à ses proches et de gestion opaque par ses pairs, le président de l'Assemblée nationale répond et balaie du revers de la main ces accusations. C'est vrai que je suis l'ordonnateur des marchés, mais la procédure ne favorise personne et n'exclut personne. Sur le paiement des prestataires, l'honorable Damaro précise. C'était que personne ne sera payé avant la réalisation des travaux. Et cela prouvait la capacité financière et technique des prestataires. Ils ont fait les réceptions des travaux, apporté les corrections, demandé aux bénéficiaires des prestations s'ils sont satisfaits. C'est après ça seulement que la caissure a procédé à leur paiement. Une mission de restitution devrait rencontrer les mandants pour leur expliquer le travail durant les 9 mois d'exercice. Je vous le disais, 30% de la population guinéenne, soit plus de 3 millions de personnes, sont dans le viseur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans son plan de riposte contre la Covid-19. C'est le directeur général de l'ANSS qui a fait l'annonce ce mardi devant la presse à son siège à Kaloum. Dr Sakoba Keita a aussi alerté la population sur la circulation de quelques variants de la Covid-19 dans certains pays limitrophes à la Guinée. Face donc au risque, il invite les citoyens à impérativement se faire vacciner aux 2 doses. Ali Badara Kamara, Aboukoria Kourouma. Après 3 mois de vaccination, seulement 238 147 personnes ont reçu leur dose complète, soit 4% de la population guinéenne. Pourtant, la maladie continue sa transmission et les menaces des variants planent sur le pays.
Selon Dr Sakouba Kita, plusieurs pays limitrophes de la Guinée ont déjà enregistré quelques variants de la Covid-19. Pour minimiser le risque d'une troisième voire quatrième vague en Guinée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a envisagé de nouvelles mesures pour des Guinéens vivant à l'étranger et qui souhaiteraient séjourner dans leur pays. Un cas de figure, c'est que c'est par rapport aux citoyens ou à nos compatriotes qui vivent dans les pays où il y a des variants. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc même s'il faut un RT-PCR de départ, de validité de 72 heures, arrivé en Guinée, on va leur reprendre le RT-PCR, les isoler à leurs frais. Vaccin, le seul moyen de lutte contre la Covid-19, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Sont protégés contre la maladie seulement ceux qui prennent leur dose complète. Pour le directeur général, la population doit continuer à respecter les mesures barrières. Quand la protection civile a essayé de faire des rafles la nuit, ils ont pris 50 personnes qui se sont promenées en dehors des heures de couvre-feu. Et parmi les 50 qu'on a testés hier, il y avait 20 positifs. Si on n'y prend pas garde, et si on continue à libérer tous les coins, si on testait beaucoup plus, peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus. Donc prudence, le lion n'est pas parti, c'est encore dans nos murs. La Guinée a démarré les 27e semaines lundi dernier, depuis le début de la pandémie. Le chargé des études au département surveillance de l'ANSS revient sur les statistiques. Présentement, 396 personnes sont isolées, dont 291 dans les CTP. Nous avons 1365 lits d'hospitalisation, dont 291 occupés, soit 21,3%. Dans son discours, le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé l'arrivée d'une importante quantité de vaccins Johnson & Johnson et Pfizer avec l'initiative COVAX, cela pour vacciner les 30% de la population guinéenne d'ici la fin de l'année 2021. Les statistiques au plan national sont connues, mais qu'en est-il des statistiques au plan mondial? L'Organisation mondiale de la santé en a présenté à la presse. Selon l'OMS, plus de 2 milliards de personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 et l'humanité a enregistré plus de 2 millions de décès. Suivez Dr Mamadou Ouri Baldé au micro de Ali Badara Kamara et Abou Koria Kourouma. À la fin de la journée d'hier, il y avait sur le site de l'OMS 183 560 151 cas confirmés dans le monde, dont 3 978 581 cas de décès. Il faut quand même remarquer que par rapport à la dernière semaine, il y a une baisse importante du nombre de décès, une baisse de 10% par rapport à la semaine précédente. Et pour la vaccination, à ce jour, donc à la fin de la journée d'hier, il y avait 2 985 766 169 doses administrées dans le monde. Autre fait de l'actualité nationale, plusieurs détenus, des politiques notamment, observent depuis lundi une grève de la faim à la maison centrale de Conakry. C'est une démarche en signe de protestation contre leurs conditions de détention et exiger la tenue de leur procès, et cela au plus vite. À propos, nos reporters, notamment Fatoumata Bintabari, a interrogé l'un de leurs avocats. Il s'agit bien de Maître Salif Beyavogui. Suivez ses explications. Après un long séjour à la maison centrale de Kaloum, les détenus politiques passent à l'offensive. Ils entament une grève de la faim pour réclamer la tenue de leur procès. Je crois que c'est un cri de cœur, c'est une façon d'exiger, comme leurs avocats le font quotidiennement, évidemment la tenue du procès. Parce que ici, les cours et tribunaux sont en place, les magistrats sont là, le dossier est là, il n'y a pas de raison que le dossier ne soit pas appelé maintenant. Avec une condition de détention qui laisse à désirer, plusieurs détenus seraient libres si la justice avait agi dans les règles de l'art, notamment la tenue des procès, regrette Maître Salif Beyavogui.
ajoutant de passage que ce retard n'a pas lieu d'être. Ici, les cours et tribunaux sont en place, les magistrats sont là, le dossier est là. Il n'y a pas de raison que le dossier ne soit pas appelé maintenant. Dans 25 jours, nous serons dans les vacances judiciaires et nous croyons que ce dossier ne reste sans être jugé jusqu'à ce moment. Donc, je confirme, c'est regrettable, tout cela ne devait pas arriver. Quoique cet avocat ait la chance d'échanger avec ses clients, il n'en est pas de même pour leurs parents. Une situation que déplore Maître Salifou Béavogui. Leur famille politique, leurs relations personnelles, leur famille biologique ont de sérieuses difficultés de les rencontrer, ce qui est encore une atteinte grave et intolérable aux droits de la défense, à leurs droits élémentaires futiles des détenus. Même les plus grands prisonniers qui sont dans les hautes prisons internationales ont droit à la visite de leurs parents, de leurs proches. À en croire l'avocat, une centaine de détenus politiques emboîtent les pas de leurs prédécesseurs qui ont été obligés d'avoir recours à cette mesure pour être jugés. Je vous le disais hier, la délégation de l'Union des conseils des chargeurs africains poursuit son séjour de travail en République de Guinée. Cette mission de l'UCCA fait suite à la résolution de sa dernière session tenue en avril 2021 en RD Congo. Ce mardi, le président en exercice de l'UCCA a atterri à Conakry dans le cadre de la clôture de cette mission. À sa descente d'avion, nos reporters ont pris sa réaction. Il est donc au micro de Idrissa Bari et Amara Alex Silla. Moi, comme président, je viens pour évidemment couronner cette visite de travail et nous aurons plusieurs activités ici, non seulement des activités d'échange d'expérience avec le Conseil guinéen des chargeurs, mais aussi ce sera l'occasion de faire le plaidoyer de l'Union des conseils des chargeurs africains. Faire comprendre à toutes les autorités africaines l'importance des conseils des chargeurs dans les économies respectives de nos pays. Parce que l'objectif que nous avons, nous comme conseil des chargeurs, Union des conseils des chargeurs africains, c'est de rendre véritablement les économies africaines compétitives. Et dans cette démarche-là, le Conseil guinéen des chargeurs est aussi un acteur majeur au sein de l'UCCA. Voilà pourquoi nous sommes ici à Conakry, pour marquer en plus notre solidarité à notre frère Bané Sangaré, qui joue un très grand rôle dans votre pays, dans l'économie de votre pays. D'une mission à une autre, cette fois celle de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ en abrégé, était la semaine dernière à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. L'objectif était de confronter les rapports d'auto-évaluation aux réalités du terrain. Tierno Amadou Bari était de la place. Suivez son compte rendu. L'Institut supérieur de technologie de Mamou participe à la session d'évaluation 2021 de l'Autorité nationale d'assurance qualité avec un seul programme de licence. Il s'agit du département technique des équipements biomédicaux. C'est un programme que l'Institut supérieur de technologie de Mamou a soumis à l'ANAQ en vue d'une accréditation. Donc nous sommes là dans ce cadre, rencontrer les autorités du rectorat, les autorités des départements, les directeurs des programmes, les enseignants, les étudiants. Ces séries de rencontres visent donc de confronter les rapports d'auto-évaluation fournis par l'IST par rapport aux réalités sur le terrain. Le contenu de cette auto-évaluation porte sur un canevas qui a été défini par l'ANAQ. De façon générale, tous ces domaines d'évaluation et tous ces standards portent sur l'évaluation de l'enseignement en vue de le qualifier davantage. Même s'il est très tôt de tirer de conclusions, les techniciens font tout de même quelques appréciations. Les enseignants nous ont affirmé que la formation se donne, elle est de qualité. Ils acceptent les programmes qui répondent aux besoins des étudiants et les jeunes réussissent même à produire des choses, à inventer. Il y a un d'ailleurs qui vient d'avoir un prix, un brevet de création de pompes de lavage de mains. Au terme des évaluations, un rapport final sera dressé et soumis à l'Autorité nationale d'assurance qualité pour appréciation.
Des Mamou retour à Conakry en rénovation depuis le 26 juin dernier. Le trafic n'a toujours pas commencé sur le pont des Kaporo dans la commune de Ratoma. Les travaux sont presque terminés dans le délai, mais pour une garantie, un planning de reprise de la circulation est dressé par le département. Malik Sangiana Kamara et Abdoulaye Kamara sont allés s'enquérir des réalités du terrain. Voici donc leur reportage. Le pont des Kaporo reliant Lambaye à Taouya en passant par Kaporo équipé était sous le poids de la vieillesse. Cette infrastructure a cédé il y a 2 semaines. Conséquence, le trafic sur cet axe est perturbé. Pour résoudre le calvaire des usagers, le ministère des Travaux publics a confié la réhabilitation du pont à une entreprise locale. Après 10 jours d'activité, cette entreprise dit être à la fin des travaux, comme l'exige le délai contractuel. Nous sommes presque à 100% de l'exécution de ce pont. Nous sommes toujours dans le délai. L'entreprise dit avoir exécuté les travaux à 100%. Pourtant, les ouvriers sont sur le chantier. Des mélanges s'effectuent pour couler certains endroits du pont. Les usagers, quant à eux, continuent à prendre leur mal en patience. Depuis le pont-là, ils ont commencé la rénovation. Donc ça nous fatigue tellement. Parce que la déviation qui est là, c'est dans un trou. Donc pour monter dans le trou et remonter, ça nous fatigue. Donc souvent dans ce trou, il y a l'embouteillage. Et il y a nos clients aussi qui veulent aller de l'autre côté. Donc ce n'est pas facile qu'on prend les clients et on contourne le pont. Nous sommes dans une impatience totale parce que même moi, par exemple, moi qui suis chargé à aller acheter le charbon pour ma mère au marché là-bas, donc pour le faire maintenant, il va falloir que je me déplace et puis je contourne la route. Qu'en est-il de la qualité des travaux effectués? Ce jeune n'est pas spécialiste du domaine, mais d'après ses observations, il ne croit pas à la viabilité de cette infrastructure. Le fer qui était là, avec l'autre fer que je vais envoyer, c'est pas le même fer quoi. Et c'est moi, même personnellement, je demande quoi. Est-ce que le travail qu'ils ont fait, ça peut au moins réellement faire 5 ans ou bien 10 ans. Mais je ne pense pas si ça va faire au moins 2 ans. C'est seulement les poids lourds qui passent ici. Nous avons travaillé avec des ingénieurs hautement qualifiés. Mais tous les ingénieurs de ces pays-là le savent très bien. Quand tu coules une dalle, il faut au minimum de 28 jours pour que les bétons soient vraiment très secs. Nous avons utilisé des produits qu'on appelle des jargivants qui permettent pour que ça se fasse plutôt rapidement. La mise en circulation du pont était prévue le 6 juillet dernier. Pour des raisons techniques, cette date a été reportée ultérieurement par le ministère des Travaux publics. En attendant, les usagers de ces tronçons sont contraints d'emprunter la corniche. Là-bas, la circulation n'est pas fluide, les bouchons sont interminables. Il faut préciser que c'est prévu pour le 15 juillet prochain pour les engins légers et ultérieurement pour les engins lourds en circulation sur le pont de Kaporo. Les faits remontent au 2 juin dernier. Jean-Antoine Bangoura, un jeune agent de maintenance, dit avoir été victime de torture et de séquestration pendant 2 semaines. Les faits se sont produits au quartier Lambaye dans la commune de Ratoma. Le jeune homme affirme que c'est une famille qui l'accuse de vol d'un véhicule, une accusation qu'il a toujours réfutée d'ailleurs, et ses parents choqués par cette affaire comptent porter plainte. Justin Leno Aliouba. Les faits remontent au 2 juin dernier. Jean-Antoine Bangoura, maintenancier de profession, explique avoir été victime de tortures et de séquestration pendant 2 semaines par un groupe de 6 personnes. Monsieur Donzo, il est le président des syndicats des transitaires au port autonome. Je les accuse, lui et sa femme, d'avoir donné des ordres de me torturer à leurs enfants. Il y a eu un cas de vol dans leur cour, là où j'étais, mais j'ai été invité par leur fils là-bas. C'est la voiture, une voiture marque Hyundai Santa Fe, dernière version. C'est ça, ils ont volé dans la cour. Comme vous le voyez sur ces images, son corps est couvert de cicatrices. À l'aide des mégots de cigarettes et de briquets, Jean a été brûlé, frappé et attaché pour un vol de véhicule dont il n'est pas responsable selon lui. Après, Moucha, le fils de l'avocate là, il a pris le briquet, il a mis sur mon testicule. J'ai crié. Après maintenant, il m'a même piétiné avec son pied ici, là, j'ai tombé, j'ai fait 15 minutes
mon respiration est coupée. Son grand-père fonctionnaire à la retraite est plus que choqué. C'était dans l'intention de le tuer. Et pour cela, nous sommes vraiment prêts, réellement prêts. Et je dis à M. Donzo qu'il sache que moi, le garant de la famille, nous sommes fin prêts à aller partout où ils veulent. Depuis sa sortie de l'enfer, comme il le dit dans ses témoignages, sa santé va mal. Des bourdonnements d'oreilles et des douleurs corporelles, c'est le quotidien du jeune homme. À présent, cette question. Que se passe-t-il dans la nouvelle commune rurale de Kawessi? C'est dans la préfecture de Télimélé. Érigée en commune depuis le mois d'avril, la constitution de la liste des 9 conseillers qui doivent composer le bureau exécutif provoque bien sûr des grincements de dents. Et pour cause, celui qui était pressenti pour être maire à la tête de cette commune est tout simplement omis, apprend-on. Désormais, il n'est plus seul à être exclu. 4 autres ont subi le même sort. Sur le terrain, les marches de protestation ont commencé, nous disent nos reporters Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. La commune rurale de Kawessi a enregistré pour la première fois de son histoire une manifestation politique. À l'origine de la colère des manifestants, la composition d'une liste des conseillers du bureau exécutif de la commune. Le 31 mai dernier, le sous-préfet de Kawessi dresse une liste de 9 conseillers devant composer le prochain bureau exécutif. Problème, cette liste adressée au département de l'administration dont nous détenons copie soustrait carrément 5 des 9 conseillers régulièrement élus sur la liste générale de la commune rurale de Daramaniaki. Faut-il souligner de passage que cette dernière est éclatée en 2. Pour justifier l'éviction de Ibrahima Diallo, pressenti maire de la nouvelle commune donc, le sous-préfet de Kawessi a pris le soin de le charger en l'accusant de tous les péchés d'Israël. Ce rapport à charge n'a pourtant pas justifié pourquoi les 4 autres conseillers régulièrement élus ont été soustraits de la nouvelle liste. Dans les différents courriers, le sous-préfet note que la nouvelle liste est consensuelle. Sauf que des marches de protestation se sont tenues dans la commune rurale de Kawessi. C'est la communauté qui doit choisir ses dirigeants. Donc c'est pourquoi nous sommes venus dire nous désapprouvons cette liste et nous exigeons la liste consensuelle. Ibrahima Diallo était le 2e vice-maire de la commune rurale de Daramaniaki. Ce comptable de formation était militant du RPG depuis 1993. Il n'est pas non plus d'accord avec la nouvelle liste. Situation que volontairement le sous-préfet a créée. Il a émis une liste, il a élaboré une liste, il n'a pas consulté les femmes, il n'a pas consulté les sages, il n'a pas consulté les conseillers, personne n'a été consulté. Pour lui, l'exclusion des conseillers régulièrement élus est un signe annonciateur des détournements des retombées de l'exploitation minière dans la zone. C'est une liste de gangs réunis qui veulent piller les biens de Kawessi. Il faut que les Kawessi de Kawessi. Il revient au département de l'administration et de la justice de traiter ce dossier avec tact afin de pouvoir démêler les vrais du faux dans ce dossier. Voilà, c'était donc notre séjour du côté de Kawessi à Télimélé. Bon à savoir, la consommation excessive de l'huile de palme et celle d'arachide est dangereuse. Consommer en grande quantité ces huiles sont réputées mauvaises pour la santé en raison de leur fort taux d'acide saturé qui augmente le cholestérol selon des médecins. Diana Bangora, Lamine Silla se sont intéressés à ce sujet. Suivez donc les explications. La consommation de l'huile de palme et d'arachide ne reste pas sans conséquences selon Ben Youssouf, médecin que nous avons rencontré. Parmi les denrées alimentaires, elles font partie des denrées les plus prisées par les consommateurs. Au marché de Bonfils, plusieurs vendeuses préfèrent l'huile d'arachide mais ignorent leur impact sur l'organisme. Moi, c'est de l'huile d'arachide que je consomme, parce que c'est elle que j'aime. Parfois, certaines huiles rouges ne sont pas de qualité lorsque tu les cuisines. Ça dépend souvent de nous les femmes, car il y a des femmes qui mettent du sirop dans leur huile pour attirer le regard des clientes. Pas toujours évident d'avoir de la bonne qualité d'huile, sa consommation n'a nullement d'avantage chez l'homme, mais plutôt elle engendre des conséquences sur la santé, nous fait savoir le médecin. L'organisme a besoin
de 2400 kilocalories par jour. Si votre organisme déjà supplie à votre travail, pourquoi vous allez vous donner encore vraiment le mal de consommer encore beaucoup d'huile là, et pour avoir plus tard l'hypertension artérielle, voire le diabète, et si vous ne faites pas attention, avoir un infarctus du myocarde. Certains aliments sont préparés à base d'huile. Pour ces aliments de telle nature, Dr Ben Youssouf recommande l'huile d'olive qui a moins de cholestérol. Les autres huiles, que ce soit huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, toutes ces huiles contiennent du cholestérol. Et il faut savoir que l'organisme lui-même, il produit 90% du cholestérol dont il a besoin. C'est l'unique. En un mot, macronutriments, parce que c'est les lipides qui sont produits par l'organisme. En réalité, l'homme n'a pas besoin de consommer de l'huile. Pour des vendeuses qui mélangent l'huile avec des colorants et des produits chimiques sont déconseillés. Ce mélange, dit-il, détruit le foie. Pour ce qui est de l'élimination de graisse dans le corps, il conseille de pratiquer le sport, qui est l'unique remède. Donc, attention à la consommation abusive des huiles de palme et de l'huile rouge. Les populations de Dubreka viennent de bénéficier d'importants lots de denrées alimentaires. Il s'agit de 900 sacs de riz et 300 bidons d'huile de palme. L'initiative est de l'Union européenne et coordonnée par Plan International Guinée. L'objectif est d'accompagner les populations vulnérables et en particulier les jeunes et les femmes durant cette période de pandémie au coronavirus. Alseni Bari, Aboubakar Keke Bangoura. Les femmes à Niès, certaines esquissent des pas de danse, c'est le bonheur qui arrive. Longtemps muselés par le Covid-19, ces habitants de Bondambonda, la préfecture de Dubreka, bénéficient des vivres composés de sacs de riz et de bidons d'huile de palme. Ce, après avoir reçu des pommes de terre. 900 ménages reçoivent chacun 3 sacs de riz et un bidon d'huile. Ce projet a été initié pour réduire l'effet du Covid-19 sur les communautés du littoral. Précisément les ménages vulnérables qui étaient vraiment sous la pression pendant les couvre-feux et autres là. Il y avait des barrages un peu partout. Ces gens-là ne pouvaient pas sortir ce jeu. Ils ne pouvaient pas écouler leurs produits. Ce projet de renforcement des communautés à la réponse et au relèvement au Covid-19 va durer 18 mois. Il s'articule sur 4 points. Premièrement, nous avons les IMO, en temps de haute intensité de la main-d'œuvre, où les femmes ont travaillé dans les 3 préfectures, Koya, Fourkaria et Dubreka, durant 6 mois. 6 mois, elles sont rémunérées. Elles sont payées intégralement comme ça se doit. Quelles femmes? Les femmes vulnérables que nous avons identifiées dans les 9 collectivités des préfectures de Dubreka, Fourkaria et Koya. Quand vous prenez ces collectivités, nous avons Tondon dans Dubreka, nous avons Orira dans Dubreka et la commune urbaine. À Koya, nous avons Wankifong, nous avons Kouria et la commune urbaine. À Fourkaria, nous avons Benti, nous avons Sirourou et la commune urbaine. Pour les autorités locales, ce don de l'Union européenne, coordonné par Plan International Guinée, vient à point nommé, car il pourra soulager les difficultés des populations durant cette pandémie et les grandes pluies. Vous voyez la période, c'est la période de soudure. Je pense que ces braves femmes qui ont passé pas mal de temps en train de travailler pendant 6 mois, l'a dit le superviseur, cette période de soudure, ça pourra les permettre ici de booster un peu le panier et puis de quoi vivre. Ces populations saluent les efforts de Plan International Guinée dans la construction des écoles et des dons qu'elles obtiennent. Cependant, elles invitent l'ONG à multiplier les efforts pour le développement de leur localité. On remercie Plan International Guinée pour ses efforts, mais on souhaite qu'il s'installe chez nous. Cela fait 2 semaines qu'on n'a pas travaillé. Même si j'obtiens le riz, je n'ai pas le transport pour l'amener chez moi. Mais si Plan multiplie les efforts, cela va faciliter nos activités. Le projet intervient également dans les régions de Kindia, Mamou, Farana, Kankan et Zérékoré. Religion pour terminer, ils sont 2 prêtres qui ont reçu ce dimanche le sacrement
de l'ordination sacerdotale de l'Ancien Joseph à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry des mains de l'archevêque Vincent Coulibaly. La cérémonie s'est déroulée sous les auspices du haut représentant du chef de l'État, l'honorable Claude Korikondiano, et de nombreux fidèles venus de toutes les paroisses de l'Église catholique de Guinée. Le point avec Antoinette Dédé Onivogui et Lamine Silla. Ils ont juré de servir l'Église et suivre le chemin de la croix du Christ pour le reste de leur vie. Devant les invités, chacun des ordinants accompagnés de ses parents ont pris cet engagement. L'ordination s'est déroulée de la façon suivante. Les futurs prêtres sont présentés par le responsable des vocations et par le supérieur du grand séminaire qui les ont accompagnés tout au long de leur cheminement. Les nouveaux prêtres n'ont pas manqué de remerciements à l'endroit de leur guide. Vous nous avez toujours montré votre attention paternelle en nous soutenant à tous les niveaux. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de notre formation. Merci pour la confiance, le soutien que vous nous témoignez pour mieux vivre avec l'aide de Dieu notre vocation. L'archevêque, le nonce apostolique et les prêtres sont venus successivement imposer les mains aux ordinants. L'archevêque les a ensuite exhortés d'être des exemples pour les générations futures et aussi pour l'Église tout entière. Nous prions pour que nos ordinants puissent continuer cette formation en se laissant transformer chaque jour par la parole de Dieu, en vue de devenir des experts en humanité, capables de communiquer aux hommes des paroles de vie et d'entendre le cri des pauvres, le cri de tous les souffrants de la terre. Toute cette belle cérémonie s'est déroulée en présence du haut représentant du chef de l'État et des cadres catholiques de l'administration publique. L'ordination s'est terminée par les rites complémentaires. Chaque ordinant reçoit les vêtements sacerdotaux. Il est marqué du saint crème sur les paumes en signe de consécration par l'évêque qui remet la pantenne et le calice avant de leur donner le baiser de paix qu'il transmet à tous les prêtres. Merci donc à Antoine Dédé Onivogui. Merci à vous de nous avoir regardés. Portez-vous bien, on se retrouve pour moi lundi prochain et retrouvez d'autres programmes demain. Au revoir.